23 morts, terrible bilan de la tempête qui a sévi hier sur la moitié nord de la France. La France prête à envoyer une aide humanitaire d'urgence au Liban. Les combats interchrétiens ont fait 200 morts en 4 jours. Manifestation en faveur des changements en URSS. Plus de 100 000 personnes défilent dans les rues de Moscou. Reprise du championnat en première division, Marseille et Bordeaux neutralisés par Montpellier et Saint-Etienne. Notre invité Guy Roux, entraîneur de l'AJ Auxerre. Bonsoir, 23 morts en 24 heures, des dizaines de blessés, des dégâts matériels très importants. La tempête qui a sévi hier sur la moitié nord de la France a été l'une des plus meurtrières de ces 20 dernières années. La Bretagne, la région parisienne, mais aussi la Champagne ont été particulièrement touchées. L'Aube et la Marne, notamment, n'ont pas été ménagées. Reportage de Jean-Pierre Aubry. En Champagne-Ardenne, la tempête n'a épargné personne. Arbres et toitures arrachés, véhicules endommagés. En tout, plus de 2000 interventions des sapeurs-pompiers qui sont restés mobilisés jusqu'à ce soir. Mais le département le plus touché avec la région de Sedan, c'est celui de la Marne, où l'on compte par exemple plus de 700 appels, rien qu'entre Reims et Chalon-sur-Marne. Si l'on ne dénombre heureusement aucune victime, les dégâts matériels par contre restent très importants. À Reims par exemple, les 3/4 des interventions nocturnes obligeaient les pompiers à jouer les couvreurs. Tout mon personnel est actuellement sur la route, tronçonne, découpe, mais malheureusement nous ne pouvons pas satisfaire tout le monde. Autre illustration de la violence de la tempête, à l'ouest de Reims, ce pylône de 60 mètres de haut, supportant une ligne de 220 000 volts, a été littéralement soulevé et projeté à 15 mètres. Une équipe d'EDF s'est rendue sur place dès 3 heures du matin pour éviter la réaction en chaîne. Selon les spécialistes EDF, le bilan aurait pu être catastrophique si la tempête avait duré quelques heures de plus. 2 lignes haute tension font l'objet actuellement de mesures de neutralisation. Quant aux 80 lignes moyenne tension endommagées qui ont privé hier soir 200 000 personnes d'électricité, elles ont pu être aujourd'hui remises en état grâce aux 250 agents d'EDF. Ce soir, les Marnais ne sont plus qu'une centaine à devoir utiliser la bougie. 13 morts au total dans la seule région parisienne où les pompiers ont reçu des milliers d'appels de détresse. Le département de la Seine-et-Marne a été particulièrement meurtri. Reportage dans la petite commune de Lézigny, Jean-Jacques Bazier. Sur les 66 maisons de ce quartier résidentiel, une cinquantaine ont été touchées par des rafales de plus de 110 km/h. Les tuiles n'étant pas bien fixées, les dégâts ont pris une ampleur considérable. Les habitants vont se mobiliser contre le constructeur. Par chance ici, les tuiles et cheminées en tombant n'ont fait aucun blessé, ce qui n'est pas le cas sur l'ensemble du département de Seine-et-Marne, le plus touché. 5 morts au total qu'il faut ajouter aux 8 autres en Île-de-France. Une femme a été transpercée par la barre d'un volet qui a traversé la pièce où elle était. Une personne a été tuée par une palissade qui est tombée sur elle. Une autre personne a été tuée par un arbre qui est tombé sur le pavillon. Et enfin, une quatrième personne a tenté de réparer ce qui s'enlevait de son toit et puis est tombée et s'est tuée. Cette tempête des plus meurtrières depuis 20 ans a nécessité hier et cette nuit plus de 8000 interventions des pompiers sur l'Île-de-France. Un record absolu. Ce matin encore, les sapeurs devaient faire face à 2000 appels téléphoniques pour aider des personnes affolées à la toiture effondrée, aux tuiles envolées, aux antennes arrachées, aux arbres déracinés. À midi, il y avait encore 40 000 logements en région parisienne privés d'électricité. Dans un communiqué, EDF a indiqué que tout ne serait pas complètement rentré dans l'ordre ce soir. À l'étranger, la France demande un cessez-le-feu immédiat et se prépare à envoyer une aide humanitaire d'urgence au Liban. Les affrontements interchrétiens ont encore augmenté d'intensité aujourd'hui et le bilan s'élève à près de 200 morts. Ce soir, Beyrouth est en flammes, la population civile se terre. Les communications sont très difficiles à établir avec Beyrouth. Nous venons de recevoir à l'instant une correspondance spéciale de Maher Chakteli de l'AFP. L'armée du général Aoun a affirmé aujourd'hui avoir enlevé des positions aux forces libanaises dans le nord de Beyrouth. Mais ces dernières ont catégoriquement démenti et aucun acquis significatif ne semble avoir été réalisé par les belligérants sur le terrain. Les appels au cessez-le-feu fusent de toutes parts, l'église, le Vatican, le CICR, les hôpitaux et les habitants. Mais rien n'arrive à calmer le grondement inlassable de l'artillerie qui se déchaîne sur les quartiers résidentiels pour couvrir les opérations militaires. Beyrouth, Maher Chakteli, AFP Audio.
L'Union soviétique peut être à la veille de l'un de ses tournants politiques majeurs dans son histoire. Demain et mardi, le plénum du comité central devra se prononcer sur l'abandon du rôle dirigeant du Parti communiste, une étape décisive pour la perestroïka engagée par Mikhail Gorbatchev, une étape et une action de Mikhail Gorbatchev qui ont été soutenues aujourd'hui par plus de 100 000 personnes dans les rues de Moscou. Sur place, notre envoyé spécial, Gilles Dujonchet. Ils étaient plus de 100 000 aujourd'hui, les moscovites, à avoir répondu à l'appel des organisations qui militent pour une démocratisation accélérée du pays. Armée ne tire pas sur le peuple. Les stalinistes sortent des bois, ne les laissons pas faire, scandaient des manifestants. Ou encore, il faut juger Igor Ligatchescu, en d'autres termes, Yegor Legatchev. Stalinisme égale fascisme, proclamaient beaucoup de banderoles. 72 ans de ce régime ne nous ont conduit nulle part. Aucun mandat à la nomenclatura. Bref, le ras-le-bol contre le Parti communiste, ou du moins ses éléments conservateurs. Nous sommes contre l'appareil, nous sommes pour le pouvoir du peuple, nous dit ce couple. Il faut qu'on adopte le projet de constitution que Sakharov a écrit peu avant sa mort, dit également cet homme. Et celui-ci, Gorbatchev est trop prudent dans les réformes, il faut aller plus vite. Leur héros à tous, Boris Yeltsin, l'ancien chef du parti de Moscou, élu triomphalement député de la capitale avec plus de 4 millions de voix l'an dernier. La perestroïka fait du surplace, n'avait-il cessé de dire. Et il est vrai qu'aujourd'hui, la volonté de Gorbatchev de faire endosser ces réformes par l'ensemble du parti commence à se retourner contre lui. Mais, à partir de demain, on le sait, Gorbatchev va engager une bataille cruciale devant le comité central du parti. Il doit présenter la plateforme qui sera discutée au 28e congrès, prévu normalement pour octobre. Son ambition est de faire du parti un autre parti, un parti communiste soviétique, selon un texte divulgué hier par Radio Moscou, qui ne prétendrait plus avoir son rôle fixé dans la Constitution. Autrement dit, s'il entend conserver un rôle dirigeant, eh bien qu'il le prouve par le dialogue et dans les élections. Il est clair de ce point de vue, et après la manifestation de cet après-midi à Moscou, que Gorbatchev, dans cette bataille, n'est pas totalement seul. Gilles Dujonchet, FR3, à Moscou. Le schisme au plus haut niveau de l'État en Roumanie, au lendemain de la création du Conseil provisoire d'Union nationale chargé de diriger le pays jusqu'aux élections du 20 mai, Silviu Brucan, principal idéologue du Front de Salut National, annonce aujourd'hui son retrait et il accuse le numéro 1 roumain Ion Iliescu d'être un manipulateur. Philippe Pister. 22 décembre, Ceausescu vient de s'enfuir. Nous sommes dans l'ancien siège du comité central du parti. Silviu Brucan est là, avec Ion Iliescu et Petre Roman, entre autres. À l'origine donc de la création du nouvel organe de pouvoir, le Front de Salut National. Depuis, il passait pour l'éminence grise, l'idéologue du Front. Ce soir pourtant, il démissionne de la vice-présidence du CFSN avec fracas, accuse sans le nommer Ion Iliescu, l'actuel numéro 1 roumain, je cite, d'être un homme qui a conduit pendant plus de 15 ans le bureau de propagande du dictateur Ceausescu et d'avoir réussi à manipuler les étudiants et les intellectuels du pays. Brucan lui-même était accusé par l'opposition de s'être compromis avec l'ancien régime. La rue a la pensée rapide et on oublie que des gens comme Brucan se sont éloignés, peut-être pas aussi vite et pas aussi, de manière aussi définitive que Iliescu, mais Brucan lui aussi, il a pris depuis longtemps les distances par rapport à Ceausescu, depuis longtemps. Ion Iliescu l'aura donc peut-être écarté pour ce problème d'image, mais après le départ de l'autre vice-président, Dimitru Miezilou, la semaine dernière, cette démission de Brucan peut passer pour une nouvelle preuve des déchirements internes du front et des luttes personnelles pour le pouvoir. La vie politique française, dominée ce soir par les interventions publiques de Jacques Chirac et Philippe Séguin. À une semaine des assises nationales du RPR, Jacques Chirac, tout d'abord sur TF1, a proposé à l'opposition la création d'un contre-gouvernement. Et je crois que l'opposition serait aujourd'hui bien inspirée d'instituer un contre-gouvernement. Je le lui proposerai d'ailleurs au RPR comme à nos partenaires, à nos amis de l'UDF, car je crois que ça permettrait ainsi une plus grande cohérence, chacun gardant parfaitement, naturellement, sa personnalité. La composition du gouvernement posera quand même, du contre-gouvernement posera problème, parce que qui le dirige, qui est majoritaire, c'est au prorata de quoi? Je vous vois venir, Sinclair, je vous dirai tout de suite que, en toute hypothèse, je ne suis pas candidat au poste de contre-premier ministre. Ce n'est donc pas le problème.
Philippe Seguin, de son côté, invité du club de la presse d'Europe 1, se démarque des rénovateurs en refusant la réunification du RPR et de l'UDF. Sa démarche aux côtés de Charles Pasqua, dit-il, a pour but de régénérer le gaullisme et de réduire de fait le Front National. Droite dans ce pays, le Front National, si vous me permettez cette comparaison de pêcheurs, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appâte les électeurs en lui parlant de choses extrêmement respectables, comme la patrie, comme la famille et d'autres thèmes encore. Et ensuite, le Front National, l'extrême droite, faire. Et après, il ne s'agit plus seulement de patrie, il ne s'agit plus seulement de famille, il s'agit de racisme et d'antisémitisme. Alors pour éviter ce qui se passe aujourd'hui, pour éviter que l'extrême droite arrive à ces niveaux, eh bien, il faut ne plus faire de complexe sur un certain nombre de valeurs, la patrie, la famille, que je ne récuserai pas sous prétexte que parfois, M. Le Pen en a parlé. Politique encore, invité du forum RMC FR3, Georges Marchais est revenu sur les attaques dont il est l'objet, réaffirmant à cette occasion que son poste de secrétaire général ne dépendait que du comité central du Parti communiste et de lui seul. Je ne conçois pas que l'on décide à ma place du moment où j'arrêterai mon activité. J'ai même l'impression, en tout cas c'est mon état d'esprit, que jusqu'à mon dernier souffle, eh bien, je lutterai pour ce que je crois bon pour notre peuple, pour notre pays et pour la cause qui m'est chère, pour le socialisme. En Nouvelle-Calédonie, reconstitution la nuit dernière de l'assassinat de Jean-Marie Djibaou. Pendant 10 heures, le juge d'instruction a confronté des témoignages parfois contradictoires, notamment sur la participation à l'attentat de l'unique inculpé, Daniel Sportiello. Des mesures de sécurité exceptionnelles pour la première reconstitution à huis clos de l'assassinat de Jean-Marie Djibaou et Yewene Yewene. Et c'est justement au nom de la sécurité que cette reconstitution a eu lieu à Nouméa et non à Ouvéa, sur les lieux du drame. Un décor semblable à celui de la tribu de Ouadrilla a été sommairement reconstitué sur le terrain de sport d'une gendarmerie. Le 4 mai 1989, les 2 leaders du FLNKS étaient assassinés lors de la cérémonie coutumière de levée de deuil, 1 an après la prise d'otage d'Ouvéa. Selon le résultat des expertises balistiques, Jean-Marie Djibaou et Yewene Yewene ont été tués par 2 balles provenant de la même arme, un pistolet Mac 50. C'est l'arme utilisée par l'un des agresseurs, Djoubeli Wea, lui-même abattu par un garde du corps de Jean-Marie Djibaou. Dans la grande confusion qui s'en est suivie, l'arme du crime n'a pas été retrouvée. Quel fut alors le rôle exact de l'unique inculpé, André Tangopi? Incarcéré depuis les faits, il est accusé d'assassinat et de tentative d'assassinat sur la foi de 2 gardes du corps. Pour ses avocats, il est innocent. Ils ont déposé une 3e demande de mise en liberté. Pour le juge Fabienne Pou, il s'agit maintenant de déterminer s'il y a eu complot organisé ou si ce double assassinat est le fait d'un acte isolé. Cette dernière thèse est à exclure pour les parties civiles réunissant les épouses des 2 leaders assassinés. Pour elles, il y a eu d'autres tireurs et d'autres complices. Nous ouvrons maintenant la page sportive avec Dominique Champeau à ma droite et notre invité Guy Roux, entraîneur de l'équipe de football de l'AJ Auxerre, reprise du championnat cet après-midi qui s'est plutôt mal déroulé pour votre équipe. Guy Roux, vous avez été battu par le Racing au Parc des Princes. Tout de suite les images et le commentaire de Jean-François Kerkert. Les Bleus d'Auxerre n'ont pas voulu ou n'ont pas pu donner un rythme rapide à ce match. Conséquence, Martini a eu plus de travail qu'Olmeta. C'est donc logiquement que le Racing ouvre le score en 2e période grâce à ce coup de tête d'Avenay. Ce but réveille l'AJ Auxerre qui accélère un peu. Débordement de Dutuel sur l'aile droite et centre parfait pour Kovac. Un but partout après 1 heure de jeu. Cette talonnade de Ginola surprend totalement Matizik. Au bout de la course, un centre sur la tête de Placido. 2-1 pour le RP1. Auxerre tentera bien d'égaliser pendant 8 minutes, mais après ce dernier coup franc mal négocié, les Parisiens vont marquer un 3e but signé Ben Mabrouk. Score final 3-1. Cet après-midi, les joueurs de Guy Roux n'ont pas semblé maîtriser leur sujet. C'est votre avis aussi, Guy Roux? Oui, bien sûr, puisque nous avons perdu logiquement
un peu sévère le dernier but, mais enfin, nous avons perdu. Et donc, vos internationaux étaient fatigués? Non, pas du tout, c'était pas ça, mais l'équipe n'était pas encore dans le championnat. Alors au vu des résultats, Dominique Champeau, la JOCR n'a pas fait vraiment une bonne opération en perdant aujourd'hui au parc. Non, non, les résultats, on va les découvrir ensemble, là tout de suite sur nos panneaux, et vous constaterez que finalement cette reprise, après une longue trêve, n'a pas varié des tendances qui étaient les bonnes avant le mois de décembre, c'est-à-dire que les équipes qui occupaient le haut du tableau se sont plutôt bien comportées, il n'y a pas eu de véritable surprise, car même la victoire de Nantes à Nice, hélas pour les Niçois, ne fait pas partie des surprises réelles de ce championnat où seulement pour la reprise 19 buts ont été marqués aujourd'hui. Alors le classement maintenant, Giroud, ça va pas fort pour l'équipe d'Auxerre, elle n'apparaît pas dans les 10 premiers. On est 12e, on varie régulièrement entre la 8e et la 14e place cette saison. Enfin... Alors la régie, s'il vous plaît, remettez-nous le tableau avec le classement du championnat, donc 24e journée. Voilà, et puis Giroud, une question, là, si effectivement dans une division à 18 clubs, il y aurait danger pour la JOCR, parce que vous êtes 12e et vous le seriez, le cas échéant, à 2 points seulement du relégable. On est de toute façon en danger, même avec 20 clubs, et le changement n'est pas prévu pour la fin de cette saison. Et le problème n'est pas là. Non, c'était une pirouette de ma part pour vous amener sur un terrain qui vous est cher et que vous avez beaucoup combattu cette semaine. Vous faites partie de ce que Roger Bambuck appelle le groupe de pression pour le maintien d'une division 1, 20 clubs. C'est un groupe très nombreux puisqu'il comporte 18 présidents sur 20 du championnat de première division. Alors, je ne sais pas, le groupe, c'est plutôt ceux qui ne sont pas tout à fait d'accord ou pas encore d'accord. Mais c'est un projet qui avait été voté au mois de juin par le président. Non, alors le problème est là. Et Roger Bambuck est de bonne foi parce qu'il n'était pas à Nice et n'est pas obligé de savoir comment ça s'est passé. Après les incidents de l'autre saison sur les transferts en cours de saison de Cantona, de Tigana, etc., Roger Bambuck avait donc demandé un certain nombre de mesures à la fédération. Et le président de la fédération, le président de la Ligue lui avait promis ces mesures et notamment de redescendre à 18. Mais quand il a fallu faire voter ça à l'Assemblée générale, à l'évidence, l'Assemblée générale n'était pas d'accord. Alors le vote a été enlevé à la hussarde d'une manière totalement antidémocratique. On n'a pas pu obtenir un appel nominal ou un vote secret. Et quelques mains se sont levées dans la salle et puis c'était terminé. En dehors de ce problème de forme, il y a aussi un problème de fond. Vous faites partie de ceux qui pensent que les impératifs économiques des clubs ne sont pas forcément compatibles avec les intérêts internationaux, disons. Non, non, pas du tout. Je pense que si les intérêts internationaux étaient de réduire à 18, eh bien nous réduirions à 18. Nous venons de passer 1 mois et demi de trêve à glander, comme disent certains. On aurait fort bien pu jouer en championnat les 4 journées qui nous auraient desserré la suite du classement. On a réduit la Coupe de France de 4 matchs. Ça va très bien. Moi, je suis pour la défense de l'équipe de France. On peut la défendre en jouant à 20. D'ailleurs, les 10 glorieuses, les 2 demi-finales de la Coupe du Monde, c'était dans un championnat à 20 clubs. À partir de demain, tous les présidents de clubs se réunissent à Paris. Vous pensez qu'ils vont obtenir le statu quo à 20 clubs? Eux vont demander le statu quo à 20 clubs, c'est certain. Après, on verra. Alors, il y avait aussi une journée complète en 2e division. Hormis le Havre, accroché par Dunkerque, les ténors ont gagné en commençant par Nancy, vainqueur à Chaumont. Commentaire Jean-Philippe Guillard. Nancy poursuit son cavalier seul. Les Nancéens, pour une fois en maillot bleu, s'imposent à Chaumont 2-0 à la suite de 2 erreurs d'inattention de la défense locale. Morgan et l'inévitable Stéphane sont les buteurs du jour. Nancy reste en tête du groupe A. Voici 3 des 5 buts inscrits cet après-midi par Strasbourg devant Louan-Cuiseaux. Les Strasbourgeois n'ont pas fait de détails, s'enfonçant sans complexe dans une défense très perméable. L'avant-centre Monzuc va même en profiter pour marquer 3 fois. C'est encore lui qui profite ici d'un mauvais alignement de la défense adverse. Score final 5-0 pour les Alsaciens. Et pourtant, Monod, le gardien de Louan, a fait un super match, évitant à ses coéquipiers de subir une défaite encore plus nette. Van den Bogaard inscrit l'unique but de Rennes à 2 minutes du coup de sifflet final. Lens s'incline 1-0 et Rennes reprend les commandes du groupe B. Enfin, Valenciennes en rouge prend sa revanche sur Saint-Seurin, 3-1, grâce à un superbe exploit technique d'Ekeke. Valenciennes qui marquera le but le plus curieux de cette 22e journée, un contre favorable. Et Gomez, le gardien de Saint-Seurin, n'a plus qu'à partir à la douche. Voilà, sachez aussi en tennis que l'équipe de France a été éliminée ce matin au premier tour de la Coupe Davis. Henri Lecomte, vous le savez, battu en 5 manches par l'Australien Wally Mazur. Déception française, Dominique. Oui, c'est une déception française, d'autant que maintenant il va falloir se battre pour rester qualifié dans le groupe mondial. Alors
Il est possible que nous ayons à affronter des équipes éliminées elles aussi au premier tour et pas facile d'accès, la Yougoslavie et peut-être soit l'Italie, soit la Suède, parce que les deux équipes sont à égalité et le match va se terminer demain. Alors l'image insolite de ce week-end sportif, c'est la présence de la nageuse est-allemande Christine Otto dans un endroit où on ne l'attendait pas. Eh oui, tout à fait, elle n'a pas vraiment le style glamour, mais les podiums de la mode ne sont pas non plus ce qu'elle préfère. Des passages au salon de la lingerie féminine, vous l'avez dit, Christine Otto dans un défilé qui n'avait rien d'olympique. Grande dame de la natation est-allemande, elle avait, et c'est bien normal, choisi une ligne assez près du bassin. D'un aller-retour gracieux, elle témoignait aussi, à l'heure où les critiques sont vives à l'égard des sportifs de l'Est, d'une volonté de transparence à laquelle il faudrait rendre grâce en quelque sorte. Pour terminer ce journal, un événement exceptionnel à l'Opéra de Paris, les 3 représentations de la danseuse de flamenco Cristina Hoyos, Elisabeth Kelidjian et Patrick Milleriou l'ont rencontrée dans son école de danse au cœur des quartiers populaires de Séville en Espagne. Découverte il y a 20 ans par Antonio Gades, Cristina de Hoyos est devenue une star du flamenco, avant même que le cinéma ne s'en mêle, avec Noces de sang et le célèbre Carmen de Carlos Saura. Étrangère à tous les clichés futiles et racoleurs du flamenco, le sien est d'une rigueur voluptueuse, sur une musique qui pourrait passer pour le blues de l'Andalousie, sa mémoire émotionnelle. Yo digo que en el flamenco tiene que dolerte. Je dis toujours que le flamenco doit te faire mal. Tiene que dolerte porque es una cosa de sentimiento que te nace del estómago. Te tiene que C'est doler un sentiment qui vient des tripes. Para poder sentir la música. Il faut avoir mal pour ressentir la musique. Transmitir eso tú a la gente, ¿no? Et la rendre sensible au public. El maestro no lo puede enseñar. Et ça ne s'apprend pas. Loin des cabarets, des plages et des fêtes pour dépliants touristiques, elle esquisse quelques figures d'un rituel de séduction si dépouillé et si troublant qu'on oublie l'absence des guitares. Un flamenco plus que classique, à la fois épuré et passionnel. On y flirte toujours avec une tragédie sourde, un désir tendu à l'extrême. El maestro te puede enseñar, por ejemplo, por eso digo yo lo de la técnica, te puede enseñar a no taparte la Ce qu'on cara peut bailando, t'enseigner, c'est de bien placer le corps. A que no bailes así, sino que te coloques bien, que te enseñe unos zapateados. De connaître lo les que tú pas. estás sintiendo, o lo que el maestro siente, que también es Mais muy ce que tu particular. ressens au fond de toi, ou ce que le maestro No se ressent, puede enseñar. c'est impossible à Non, c'est transmettre. Une certitude que les élèves de son école de flamenco à Séville aimeraient prendre pour un mensonge pudique. Comparaison audacieuse, Giroud, avec le football espagnol que l'équipe de France rencontrera prochainement. Merci d'avoir été notre invité ce soir. Prochain match de championnat pour Auxerre? Eh bien, nous recevons Sochaux dimanche prochain à 15h. C'est un match difficile. Oui, c'est le troisième, c'est un très beau troisième du classement et c'est le précédent adversaire de la Fiorentina en Coupe d'Europe. Merci Giroud. Dans un instant, la météo complète de Michel Touré. Je vous retrouve à 22h15 pour Soir 3. Très bonne soirée à tous.